Kaoun, bonjour. Bonjour Tanguy. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, les députés, on s'y attendait, ne se sont pas encore entendus sur comment est-ce qu'il faut désigner leurs représentants au niveau des institutions de la sous-région et au plan national. C'est allé dans tous les sens pratiquement hier avec cette énième remarque que les députés du Parti Les Démocrates ont fait la politique de la chaise vide. L'ambiance n'a pas changé, hein, Franck, depuis le début de l'installation de cette mandature. Oui, il ne pouvait en être autrement, sinon considérons que le Parlement a changé un peu de configuration. Ce n'est plus le cas par rapport à ce que nous avons vécu pour la 8e législature. Donc on devrait s'attendre forcément à ce qu'il y ait ces petits tiraillements. Cela dénote de la vitalité de la démocratie. Et c'est ce que nous voulions depuis lorsque on œuvrait pour dire que nous ne voulions pas d'un Parlement monocolore. On l'avait toujours souhaité et je crois que les réactions que nous enregistrons aujourd'hui au Parlement prouvent à suffisance qu'il fallait quand même la représentation de l'opposition. Je crois que nous allons venir dans le fond. Absolument. Oui, William, on est à couteau tiré hein, depuis le début de la mandature. Oui, et on devrait s'y attendre parce que 69 voix pour 28 contre carrément. Et à cette deuxième session à laquelle on aborde la question, parce que le 15 mai dernier, les députés avaient essayé déjà de désigner leurs représentants dans les instances sous-régionales, mais ne l'ont pas pu. Qu'est-ce qui les oppose fondamentalement au Parlement? C'est que les deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, s'accordent sur le fait que le Bloc républicain, avec 28 députés, est un parti de la minorité présidentielle, de la minorité parlementaire, au même titre que le Parti Les Démocrates, qui lui aussi est un parti de la minorité parlementaire. Et il revient donc à l'Union progressiste Le Renouveau d'être le parti de la majorité présidentielle. Ce que ne partage pas le parti de l'opposition, parce que au niveau des démocrates, on estime qu'on est la seule formation politique minoritaire à l'Assemblée, non pas compte tenu du nombre de députés, mais du fait qu'ils sont un parti d'opposition et que parce que le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau sont de la majorité présidentielle, ils sont de ce fait en même temps, par ricochet, de la majorité parlementaire. Et ils ont pour appui une jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une décision en date de 2009 et même la décision de mars dernier sur la désignation des représentants au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et après la jurisprudence de la Cour sur la désignation des représentants au niveau des commissions, tout ça essaie de donner raison au parti Les Démocrates quand nous écoutons la chapelle politique. Maintenant, quand nous faisons notre analyse sans coloration politique de journalistes, moi, je comprends par là que c'est une question qui va opposer les députés pendant tout le mandat. Je dis bien tout le long du mandat. Parce que quand vous écoutez les députés, les démocrates, au lendemain de ce choix hier, ils vous disent sur les antennes des stations radio que eux, ils attendaient 7 postes, c'est-à-dire sur 15 postes. 5 postes pour le comité interparlementaire de l'UEMOA, 5 postes pour le parlement de la CEDEAO, 5 postes pour comment on appelle le Parlement panafricain, 15 postes. Eux, ils s'attendent à 7 postes parce qu'ils s'estiment seule partie de la minorité parlementaire. Alors que pendant la plénière hier, ce qui a été adopté, c'est que sur les 5 postes de chaque institution, on a donné 3 à l'Union progressiste Le Renouveau, 1 au BR à chaque niveau, au niveau du Parlement, du comité interparlementaire, on a mis Nathalie Soko-Ekpe au niveau de un poste au niveau donc de chaque organisation pour le BR et pour les démocrates. Mais les démocrates sont pas occupés. Est-ce que c'est pas justice, Eric Guédero? Non. Bon, je pense que c'est un peu complexe dans la mesure où chaque parti avait sa compréhension de la clé de répartition. Et cela faisait état de ce que on ne pouvait pas évoluer. Il y a une première tentative en mai dernier, et justement, sur le travail qu'avait fait la commission. On ne s'était vraiment pas entendu sur comment il fallait distribuer les places. Alors, je peux comprendre que dans l'action politique, que chaque parti politique souhaite, dans une certaine mesure, avoir tel nombre de représentants au niveau de ces institutions. Mais la question, comment
on peut régler véritablement ce problème pour ne pas rester dans ce genre de préoccupation toutes les fois qu'il sera question de choisir des députés? Quelle est la règle? Qui est minorité? Qui est majorité? Parce que je pense qu'il y a cette expression qui est venue. Oui, mais selon vous, qui est minorité, qui est majorité à l'Assemblée nationale? Oui, mais vous êtes analyste politique. Vous approchez. William l'a rappelé. Et donc, il y a que politique avec. Il n'y a qu'aujourd'hui, il faut vraiment. Je ne sais pas s'il faut aller encore au niveau de la Cour pour qu'il y ait vraiment plus de clarté. Oui, mais la Cour s'est prononcée avec la nouvelle configuration. Avec la nouvelle configuration. Oui, mais elle est là pour ça. 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 Je crois bien que dans l'esprit des décisions de la Cour, la minorité parlementaire n'est pas de facto le Parti des démocrates comme il le revendique. Ah oui. Je pense que la minorité parlementaire, dans l'esprit des décisions de la Cour, même si je n'ai pas un œil d'analyste juriste très pointu, c'est que le fait que le parti BR se réclame de la minorité parlementaire, ils n'ont pas tort pour autant. Pourquoi? Tout simplement parce que en nombre de députés, le concept de minorité, de majorité parlementaire ne tient pas compte de l'appartenance politique, de la coloration politique sur la scène politique en général. C'est toute la difficulté. Parce que... non, mais normalement, en principe, quand on sait que nous sommes dans un pays où on parle d'opposition, de mouvance, ça doit être clairement défini que quand on parle de minorité, c'est forcément ceux qui peut-être ne sont pas du même bord politique que ceux qui dirigent le pays. Ah non, l'Assemblée est assez pratique. Il y a les pratiques parlementaires. Il faudra interroger ce qui s'était passé il y a peut-être quelques années pour mieux comprendre. Et c'est là que je voudrais rejoindre ceux qui estiment que c'est l'un des premiers dossiers que la Cour Dorothée Sosa doit pouvoir trancher pour qu'on ait une idée claire. Parce que, William l'a dit, nous allons traîner ce problème-là sur tout le long de la législature et ça va revenir à chaque fois quand des questions du genre vont se poser. Donc moi je pense qu'il faut éclairer la lanterne des populations, il faut situer les députés eux-mêmes sur la question de minorité parlementaire, majorité parlementaire. Les interventions de l'honorable Gomina et puis de l'honorable Toko, la dernière fois, ont davantage alimenté le débat et jusqu'aujourd'hui on n'a pas tranché quand on est allé au vote de ceux qui doivent occuper ces postes-là dans les institutions sous-régionales. Donc moi, je pense qu'il est temps de trancher parce que nous sommes encore là. On n'a pas encore trop évolué dans le mandat. Ça va permettre à l'avenir d'éviter les blocages au niveau de l'Assemblée. Parce que ça peut amener des blocages si on doit tout le temps se tirailler sur les concepts de minorité, de majorité, ainsi de suite. Donc, les pratiques parlementaires doivent être... disons, questionner, on doit se ressourcer. Mais quand vous ressourcez, quand vous avez envie de questionner l'histoire, moi, il y a une histoire récente, pour moi, qui fait cas d'école. Le bloc de la majorité parlementaire, juste à l'avènement de Patrice Talon. Ils étaient de différents partis, ils étaient FCBE, ils étaient Union fait la Nation, ils étaient de différents partis au sorti des législatives de 2015. Mais à l'avènement du président Patrice Talon, ils ont pu se décider clairement de ceux qui continuaient dans la dynamique de rester dans leur camp. Je pense à bien d'autres qui étaient restés dans leur minorité parlementaire et je pense aussi à ceux qui, bien qu'ils étaient acquis pour Yahi avant 2016, pardon, ou qu'ils soient du camp de l'Union fait la Nation, ils ont pu s'entendre pour créer un bloc de la majorité parlementaire. Malgré qu'ils proviennent de différents partis politiques. Donc, ont été désignés majorité parlementaire. Ils ont été désignés majorité parlementaire. Ils ont pu être conduits par Jean-Michel Abimbola. Cela a été défini par quoi? Leur appartenance et leur soutien à la politique de Patrice Talon. Oui, à la politique de Patrice Talon. Je suis d'accord. En termes de parti politique. Je suis d'accord, mais avant 2016, au début de cette législature, avant 2016, en 2015, c'était pas le cas. La trentaine de députés de Yahi étaient la minorité parlementaire face à l'opposition qui avait plus, à l'époque ils étaient encore 83, face à l'opposition qui avait plus de députés. Et ce sont ces mêmes députés de l'opposition qui se sont reversés juste un an après l'avènement de Patrice Talon. C'est pour dire quoi? La position des députés varie souvent en fonction de celle qu'ils ont envie de tenir vis-à-vis du pouvoir. Et je pense qu'ils doivent pouvoir nous le clarifier très clairement. Oui, mais là nous sommes, il y a la réforme du système partisan qui est passé par là, avec quelques exigences. Il y aura plus ce voyage va-et-vient comme on assistait par le
par le passé. Et donc, Même les si au choses niveau des partis sont politiques, fixées, Eric. Oui, justement, les choses sont fixées. C'est justement pour ça qu'on s'étonne qu'on soit en train vraiment de chercher à s'expliquer qui est majorité parlementaire et qui est minorité parlementaire. Alors, j'ai entendu dire un député à l'Assemblée qui disait que avec la nouvelle configuration, l'expression minorité a évolué. Et je suis d'accord avec William quand il évoque le fait que cela, on ne fait pas un lien avec la nature du parti politique, même avec l'effectif des députés au Parlement. Et donc, autant les démocrates, on peut comprendre par ce principe que autant les démocrates constituent une minorité au niveau du Parlement, autant le bloc républicain avec 28 députés constitue également une autre minorité du Parlement. Et la réponse est venue du Parti des démocrates. Il n'y a qu'une seule minorité au Parlement en fonction de ce que nous avons, une mouvance et une opposition. Et donc je pense que c'est sur ce terrain, véritablement, il y a tellement de confusion qu'il faut clarifier. Mais dans l'un ou l'autre des cas, nous savons qui est de l'opposition, nous savons qui est de la mouvance. Non mais alors Tanguy, oui. Tanguy, moi je me rappelle les 6e ou 7e législatures, je ne sais pas, très rapidement, pour des questions d'intérêt, on voyait des groupes se constituer au Parlement. Au nom d'un consensus. Oui, au nom d'un consensus pour prendre position par rapport à telle ou telle question. Aujourd'hui, ça n'est plus trop le cas, mais nous avons, par exemple, 2 groupes parlementaires qui ont le même nombre de députés. Est-ce que c'est sur cela que l'on table pour parler de minorité aujourd'hui, ou c'est par rapport à l'appartenance politique, la couleur que nous avons abordée avant de venir au Parlement? Et c'est là, moi je dis, il faut forcément que nous soyons situés, la Cour est interpellée. La Cour doit nous dire... Avant même. On ne va pas parler à tout ça à la fois. Moi, je pense que si on était dans un contexte où on parle de droite, extrême droite, proche droite, gauche, extrême, etc., on pourrait être amené à avoir plusieurs minorités. La droite a plusieurs groupes parlementaires actuellement à l'Assemblée nationale en France. Mais dès lors qu'on est dans un contexte qui est clivé, clairement, tranché clairement, opposition et mouvance, on ne peut pas aller chercher minorité ailleurs, William. Je suis d'accord avec vous, Tanguy. Et c'est ça, c'est cette bonne foi que le Parti des démocrates a envie de prêter à la majorité présidentielle qui jamais ne lui donnera un pain béni. Parce que, regardons-nous en face, regardons-nous dans la glace. Oui, il n'y a pas de bonne foi en politique. Et nous sommes en politique. Vous savez, tel qu'on a eu 2 partis en 2019 pour nous faire croire que le Parlement était un Parlement équilibré, c'est comme ça aujourd'hui qu'on a créé 2 groupes parlementaires dans la mouvance présidentielle, juste pour nous faire perdre du temps sur des cartes comme celle-là. Parce que tous les députés acquis à la cause du président de la République, de la gouvernance du chef de l'État, seraient dans un même groupe parlementaire et la minorité et la majorité présidentielle se distingueraient de la façon la plus aisée possible. Mais on a voulu avoir un autre groupe parlementaire qui, encore au sorti des élections, avait le même nombre de députés que le parti d'opposition. Et donc, de droit et par arithmétique très claire, on estime qu'ils sont aussi une minorité, ce qui n'est pas déniable. Ce qui voudrait dire que il faut que, moi je pense que les démocrates doivent se rendre compte de ce que on ne leur fera jamais de cadeau. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette configuration est faite. Et ils ne peuvent rien arracher par la force. Ils ont laissé les postes de SG qu'on leur a accordés. Vu leur nombre, ils ne peuvent rien. Ils ont laissé les postes de SG accordés pour les commissions. Actuellement, ils sont en train de laisser les cases vides pour les 5e noms au niveau des parlements. Je crois qu'ils subiront ainsi jusqu'à la fin du mandat s'ils ne changent pas de stratégie et s'ils ne se rendent pas compte de ce que mais qu'est-ce qu'ils doivent faire comme stratégie dès lors que les 2 autres partis se réunissent pour dire bon, nous sommes désormais minorité, vous êtes majorité, bon, voici comment on va faire le bataille, qu'ils se plient tranquillement, c'est ça, Eric? Non, je pense pas. Je pense qu'avec le nombre, ils ont la possibilité justement d'aller vers les autres formations politiques et de faire quoi? Nous sommes en politique et puis nous ne sommes pas ennemis que ça. Qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance n'exclut pas qu'entre députés qu'il y ait des conciliations, qu'il y ait des échanges. Écoutez, nous avons vraiment bien envie d'avoir ceci. Et puis le consensus qui a valeur constitutionnelle, on peut encore le réinventer, de sorte à ce que... Sur des questions d'intérêt. Sur des questions... On peut évoluer sur des questions, ils ont des intérêts, ils ont des positionnements à faire pour eux-mêmes. On peut évoluer sur ces questions et vraiment ne pas rester stagné sur des questions de choix et puis tout ça. Mais par contre, quand vous voyez que selon l'usage qu'on fait de ces expressions, si on veut désigner la majorité présidentielle, on va mettre ensemble EBR et UPR.
le problème ne se pose pas. Là, nous sommes dans une idéologie, c'est-à-dire un groupe d'individus qui accompagnent un système politique. Là, tout le monde se retrouve justement dans les 4 murs du Parlement. Dans les 4 murs du Parlement. Ici, si on veut, bon voilà, on veut rencontrer les députés de la mouvance présidentielle, par exemple. Vous voyez, c'est aussi clair que ça. Alors, si nous allons, les députés de la minorité parlementaire, ok, en fonction du nombre de députés que les partis politiques, que ce soit le BR et les démocrates, ils ont droit au chapitre de se présenter selon l'usage que nous faisons véritablement de ces expressions. Je pense que quand on a fini d'apprécier chacun de la compréhension qu'il a, justement, il faut qu'une instance... On peut bien voir, en fonction de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui a établi une variation avec le temps de la minorité et de la majorité parlementaire. Je veux bien voir ce que ça donnera si par alchimie, mais c'est une bonne ambiance. Si par extraordinaire, il arrivait par exemple que, ma foi, le groupe du PR s'éclate par exemple en plusieurs groupes parlementaires et qu'il devient minorité, on va voir qui deviendra majorité parlementaire. Minorité. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, pas extraordinaire. Ne jure sur rien et surtout pas sur la politique béninoise. Et notamment, le mandat va à son terme. Et c'est pas exclu tout ça. Mais Tanguy, vous savez, nous savons que l'esprit du législateur, en parlant avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et d'autres dispositions, l'esprit du législateur en parlant de minorité, de majorité parlementaire, c'est que l'opposition soit majoritaire ou que la mouvance soit majoritaire, c'est que ceux qui sont en minorité aient une voix à donner. Allez, on a compris. C'est l'esprit quand même. Mais après, moi, je trouve que c'est une bonne ambiance. Oui, absolument. C'est une bonne ambiance. Cela nous a manqué, comme l'a relevé Franck tout à l'heure. Et moi, je prends du plaisir à vraiment, quand les voix s'élèvent, vous voyez... les raisonnements. Ça nous a manqué les castagnettes et les... Ça me fait d'Arachide à l'Assemblée nationale, c'était quand même de bonnes époques. Allez, on va changer de sujet, on va parler un peu éducation et laisser la politique aux hommes politiques et aux politiciens. Allez, pas d'apprenant, nos candidats à un examen national à la maison avant la fin du mois de juin. Parole de deux ministres, celui en charge des enseignements maternels et primaires et son homologue, pas son homologue, son collègue, au niveau donc de l'enseignement secondaire et les promoteurs et syndicats, promoteurs d'établissements privés et syndicats qui sont énervés. Et dit que vous avez compris quelque chose à leur énervement. Hein? Oui, en même temps, je pense que les ministres n'ont fait que rappeler la date de clôture de l'année scolaire qui est déjà établie bien avant le début de l'année. Et je ne conçois pas que les promoteurs d'écoles, que ce soit à ce stade, qu'ils s'étonnent parce que le calendrier scolaire, je pense que ce n'est pas seulement le ministère qui décide d'une date. Il y a une rencontre entre les différents acteurs, ministres et puis les syndicalistes et puis le calendrier harmonisé. Ils auraient pu poser ce problème, ils auraient pu déjà poser ce problème quand on élaborait le calendrier scolaire et faire savoir, eux, à leur niveau, le problème qui se pose, c'est que plus le mois s'ajoute, plus ils ont des charges. Ça, on peut comprendre. Ce n'est pas facile non plus. Franck? Moi, je me rends compte que les enfants ne copient plus rien dans les cahiers, mais il faut les aider à traverser la voie. Quand ils sonne midi, on continue de donner les petits déjeuners, alors qu'ils ne font plus rien. Ils vont courir dans les escaliers, dans les écoles, ils se bagarrent, ils reviennent tout compter à la maison, alors qu'ils ne font plus rien à l'école. Où est l'opportunité de poursuivre les activités pédagogiques jusqu'au 30 juin, alors que les enfants ne font plus rien? Comme l'a dit Eric, c'est vrai, on a été ensemble pour décider du calendrier scolaire, mais il faut voir sur le terrain, disons, l'efficacité de cette décision-là. Si on doit aller jusqu'en juin, c'est qu'il ne faut pas terminer les programmes de sitôt. Il y en a qui ont terminé déjà à mi-mai. Absolument, qui ont épuisé le programme. Qui ont épuisé le programme. Donc moi, je ne vois pas pourquoi il faut permettre aux enfants d'aller jusque-là. Mais les syndicalistes n'ont pas à s'énerver parce que c'est une décision prise par l'autorité. Il revient maintenant à la prochaine rencontre pour définir le calendrier 2023-2024, de dire à l'autorité, attention, ça n'arrange pas parce que nous finissons très tôt les cours et les enfants traînent dans les rues. Les parents d'élèves également sont invités à ces rencontres-là. Il faudrait qu'ils émettent de la voix pour dire à l'autorité, ça ne va pas. Parce que c'est totalement, disons,
pour moi, ça pose un problème que nous finissions les cours et que les enfants continuent de traîner dans les écoles. Les administratifs Oui, mais comment s'arrange-t-il oui. si ce n'est pas peut-être un esprit de capitaliste, comment s'arrange-t-il quand ensemble on a défini un calendrier, surtout qu'on a clairement marqué le rythme d'évolution des travaux académiques tout au long de l'année, qu'on l'a planifié ainsi. Comment est-ce qu'on s'arrange pour finir avant même? Ça se passe aussi bien dans les publics que dans les privés. Non, dans le public, ce n'est pas évident que ça. Hein? Je vous dis que c'est le privé qui a raison. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Moi, j'ai écouté les partenaires sociaux. J'ai essayé d'aller à l'assaut des interventions qu'ils ont données, les quelques rares interventions qu'ils ont accepté de donner sur le sujet. Vous savez, le calendrier académique a été éprouvé. Et c'est à l'épreuve maintenant du calendrier académique qu'ils se sont rendus compte, peut-être, les autorités et les syndicats, de cette réalité. Laissez-moi vous dire que, selon la loi de novembre 2003 sur l'orientation de l'éducation nationale, une année scolaire, c'est 36 semaines, réparties en 3 trimestres. Et chaque année, la direction de l'inspection pédagogique donne des orientations précises par rapport à chaque année académique. Et pour cette année académique 2022-2023, il est dit que les activités académiques finissent le 28 avril 2023. Donc, les privés, en y allant au rythme donné par les orientations, les normes réglementaires, n'ont rien fait d'autre que de suivre les directives. Et il est mis. Donc, les 2 ministres sont sortis de leur rêve pour ils ne sont pas sortis de leur rêve. Oui. Mais entre l'orientation de la direction de l'inspection pédagogique et le calendrier préétabli par tous les acteurs, il y avait une petite décadence. Parce que cette même orientation veut que les évaluations de fin d'année de passage soient en mi-mai. En mi-mai, quand on a fini les évaluations, on revient faire quoi en classe? Ou les résultats sortent avant fin juin, c'est ça? C'est toute la problématique. Je trouve qu'on a manqué de discuter entre spécialistes, entre leaders de la classe des écoles ou de la chose de l'école. Et c'est ce qui amène à cet état de choses. Et comme Franck le disait tout à l'heure, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a juste à discuter, à se rendre compte de l'évidence de ce que le privé n'a pas les moyens de payer le personnel enseignant, le personnel administratif jusqu'en fin juin, et que quand on exécute bien les programmes en fin juin, on a déjà fini plus d'un mois déjà les programmes académiques et qu'il faut laisser les enfants rentrer et profiter des quelques vacances, parce que telle que la pré-rentrée est effective dans les privés sérieux, ce n'est pas le cas dans les établissements publics. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même rythme. Donc, je trouve que les acteurs de l'école doivent davantage discuter juste pour parfaire ce calendrier académique courant les années académiques à venir. Eric? Non, mais je pense que on a le sentiment que cette histoire est venue juste comme ça. C'est pas la première fois que on a harmonisé un calendrier et puis nous l'avons exécuté. Ok, nous étions où l'année passée? Nous étions où il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand on exécutait le calendrier scolaire? Il y a là certainement une question de mauvaise foi d'éprouver le calendrier scolaire, et justement sous c'est de bonnes raisons également, le fait qu'on n'a pas, ou bien on a peut-être des difficultés à s'occuper du corps enseignant pour mai et puis juin. Toujours est-il que la discussion s'impose entre les acteurs. Mais le résultat que les acteurs du privé recherchent aujourd'hui, ils ne peuvent pas l'avoir là maintenant. Je pense qu'il nous faut finir complètement le calendrier tel que c'est établi, n'est-ce pas? Et comme l'a souhaité Franck, s'asseoir et préparer le calendrier scolaire de et qu'on s'entende assez clairement pour que l'année prochaine on n'ait pas encore à s'embrouiller autour donc de quand est-ce que l'année se termine. Allez, les gars, vous restez en place. Le temps pour moi de dérouler la rubrique économie de ce matin avec Jacques Degbe qui est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour téléspectateurs du Canal 3 Bénin. Allez, on va faire rapidement la transition pour revenir ici faire la rubrique économie.